c'est là que j'introduis la question tout de suite, sionisme, antisionisme, pour la raison suivante. Quand se développe en France l'affaire Dreyfus, cela veut dire que dans le pays, et c'est la référence de Théodore Herzl, fondateur du sionisme politique, dans le pays le plus démocratique qui a émancipé les Juifs avec la Révolution française, un siècle plus tard, l'antisémitisme se déchaîne contre le capitaine Dreyfus. Cela devient pour Herzl la preuve qu'il n'y a pour les Juifs, pour échapper à l'antisémitisme, qu'à devenir une nation comme les autres. Et donc, vous avez une sorte de nationalisme tardif, après les luttes pour l'unité allemande, l'unité italienne, la volonté d'une nation hongroise d'avoir son État, ou un État autrichien. Et bien, si on veut être comme les autres, il faut un État juif. Et où est-ce qu'on va mettre cet État juif? Ben, il faut qu'on trouve une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Et on cherche, plus ou moins. Mais assez rapidement, le sionisme laïque de Théodore Herzl, qui veut un État, rencontre le sionisme religieux. Ceux qui ont, sans vouloir d'État, voulu aller à Jérusalem, sans attendre l'année prochaine. Et à ce moment-là, si vous voulez, il devient pour le sionisme une évidence que l'État juif, ça doit être la Palestine. La force du mythe de Jérusalem, l'idée que les Hébreux ont été dispersés et qu'ils doivent revenir à leur point de départ. Cette idée-là, du sionisme, elle est très minoritaire parmi les Juifs, pour des raisons diverses. Mais la grande majorité des Juifs, je dirais, au moins jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, certains disent au moins jusqu'aux années 30 avec la victoire d'Adolf Hitler en 1933 en Allemagne, le sionisme est minoritaire chez les Juifs. Les Juifs ne partagent pas cette idée de la séparation, cette idée qu'il faudrait, pour vivre dans la paix et dans l'harmonie, vivre entre nous. Cette idée-là n'est pas l'idée dominante. Et puis d'autres pensent aussi que, déjà à cette époque, ils sont conscients que la Palestine est un territoire qui n'est pas une terre sans peuple, qu'il y a des gens qui habitent là. Et que le processus qui les amène là est un processus qui n'est pas seulement nationaliste, mais qui est aussi colonial. On y reviendra, si vous le voulez, là-dessus, à propos de la création d'Israël. Et donc, ce sionisme minoritaire va progresser, alors que dans les sociétés que nous connaissons, certains veulent s'intégrer dans ces sociétés existantes, vivre ensemble avec ceux qui y vivent, et cela vaut pour, dans le grand espace de l'Est, où il y a des millions et des millions de Juifs, Pologne, Ukraine, Russie, l'idée que la solution, c'est la révolution socialiste. Que c'est parce qu'ils sont bolcheviques, parce qu'ils sont mencheviques, parce qu'ils sont anarchistes, parce qu'ils sont bundistes, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il peut y avoir un socialisme, un parti juif national dans cette région qui soutient l'autonomie culturelle, c'est-à-dire surtout la défense du yiddish, la défense de la langue, mais qui peuvent vivre ici, vivre là où ils sont. Cette position-là peut être aussi la position de gens qui ne sont pas contre le capitalisme et qui, aux États-Unis ou ailleurs,
ne sont pas pour cette séparation. Donc l'antisionisme, c'est d'abord une idée juive. L'antisionisme, c'est d'abord l'idée que les juifs pensent que non, pour le vivre ensemble, c'est pas en se faisant un État à part. Après, il y a des discussions. Alors, je ne sais pas si vous avez ici eu, d'une manière ou d'une autre, la discussion avec les thèses de Shlomo Sand, mais Shlomo explique que le peuple juif, c'est quand même une invention. Quand en 70, on disperse, on dit qu'il y a eu dispersion après la destruction du deuxième temple. Mais cette dispersion, elle ne concerne que peut-être 15 ou 20% de la population. Les paysans qui habitaient là sont restés, j'ai envie de dire comme d'habitude, dans ce genre de choses. Ce sont les villes qui ont émigré, qui sont parties. Et elles sont parties alors qu'il y avait déjà des communautés juives, sur tout le pourtour méditerranéen. Et ils sont partis pas seulement en constituant des groupes fermés, ils ont été y compris prosélytes dans leur idée du Dieu unique. Ils ont effectivement été dans le Maghreb, dans le Machrek, dans le Caucase, et ils ont converti au judaïsme les gens. Et des communautés juives ont existé là. Est-ce que ça forme un peuple? Elle se discute. Tout peuple est en partie une invention. Je ne sais pas si ce soir, ceux qui ne sont pas ici ont le droit au discours sur nos ancêtres les Gaulois, mais l'idée, sans vouloir être caricaturale, en général, on nous présente un peuple comme un groupe qui a voulu se donner à l'État, alors qu'en réalité, c'est l'État qui a défini la géographie et le roman national de ce peuple. Quand vous pensez que les habitants de Saint-Louis du Sénégal sont français depuis bien plus longtemps que les habitants du comté de Nice, vous comprenez bien que le coup des ancêtres des Gaulois, ça demanderait un peu de discussion, un peu avancée. Et en Palestine, la population qui l'a, les Palestiniens, c'est pour une bonne part les Juifs qui sont restés sur place, dont une partie a reconnu en Jésus le Messie, dont certains sont restés juifs, mais il n'y en a plus beaucoup dans cette filiation, enfin les Samaritains. Et puis, les autres, quelques générations plus tard, ont, j'ai envie de dire quand même plus ou moins volontairement, mais ont reconnu en Mohammed le prophète. Bon. Et il y a cette diversité qui s'est maintenue, de ce peuple qui est resté sur place. L'idée que l'an prochain à Jérusalem, pour les rabbins, pour les communautés juives religieuses, c'est la Jérusalem céleste. C'est une vision religieuse. Ce n'est pas une vision matérielle. L'extraordinaire du sionisme politique a été de faire de la Bible un livre d'histoire et de géographie. Et de considérer que, oui, le peuple élu était là. Des militants, socialistes, athées, dirigeants du Parti travailliste, qui n'ont que mépris pour la religion judaïque, qui même n'ont que mépris pour les rabbins qui sont parfois accusés d'avoir emmené les Juifs du ghetto en rang par deux jusqu'au camp d'extermination, vont prendre la Bible et regarder où était la terre que Dieu avait donnée au peuple juif. C'est cette histoire extraordinaire, quand même, et étonnante, et quand même largement artificielle. Alors,
dire que l'antisionisme, c'est-à-dire dire que la manière dont des milices juives se sont développées. Alors, il faut que je revienne quand même encore sur le truc. C'est un peu brouillon, parce que comme je ne veux pas lire mon texte, je suis parfois un peu brouillon. Je vais revenir en 1916. Excusez-moi. 1916, Première Guerre mondiale, accord Sykes-Picot. On ne l'a pas vu beaucoup les derniers temps, y compris dans la présentation de l'histoire de la Première Guerre mondiale. Sykes est le représentant de la diplomatie britannique. Picot est le représentant de la diplomatie française. On est au milieu de la Première Guerre mondiale, et ces deux diplomaties discutent de quoi? Discutent du partage de l'Empire ottoman après la victoire. Il s'agit de démanteler l'Empire ottoman et de se répartir les autres. On le fait. C'est seulement en 1917 qu'il y a un texte qui, lui, est beaucoup plus souvent cité, qui est la déclaration de Lord Balfour dans une lettre adressée à Lord Rothschild à Londres, et qui dit, à la fin de la Première Guerre mondiale, nous soutiendrons la création en Palestine d'un foyer national juif, comme le mouvement sioniste le souhaite. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a aucune autorité encore sur le territoire de la Palestine dit déjà à des gens qui n'y sont pas que l'on favorisera le fait qu'ils y viennent. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un simple accord entre les Britanniques et le mouvement sioniste. Ça veut dire que le développement d'un foyer national juif avec des gens qui viennent d'Europe pour constituer un groupe qui casse l'unité de cette population, c'est une pièce dans le dispositif de l'impérialisme britannique, bien sûr, qui va chercher, bien sûr, à calmer les Arabes et à leur dire qu'il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Mais dès 1919, les premiers comités islamo-chrétiens de la population palestinienne écrivent à la diplomatie britannique, écrivent aux négociateurs du traité de Paris, écrivent aux fondateurs de la Société des Nations, vous allez au conflit, vous allez à la catastrophe. Les avertissements sont explicitement donnés. Si vous laissez le mouvement sioniste s'installer, vous allez à créer une situation insupportable. Et quand les Palestiniens déclenchent cette grève générale qui va durer pratiquement de 36 à 39, ce n'est pas un coup d'éclair, un coup d'orage dans un ciel serein. C'est quelque chose qui, bien sûr, était annoncé quelque